À la une ce lundi, rentrée judiciaire de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Au cœur de l'événement, la promotion des modes alternatifs de règlement des différends. Dilma Rousseff, réélue à la tête du Brésil après le second tour des présidentielles d'hier dimanche. Elle l'emporte face à Aécio Neves avec 51,64% des voix. Une victoire très serrée qui devrait la conduire à engager d'importantes réformes sociales. Lundi 27 octobre, bienvenue dans le premier 13h de cette semaine sur RTI 1. Le professeur Thérèse Ndrioman est la candidate de la Côte d'Ivoire pour le poste de directeur régional de l'OMS. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a animé une conférence de presse. Le gouvernement soutient cette candidature. Grâce Kando. La 64e session des 47 États membres de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique aura lieu du 3 au 7 novembre prochain à Cotonou au Bénin. En toile de fond, les élections pour la désignation d'un nouveau directeur régional. La Côte d'Ivoire a décidé de présenter la candidature du professeur Thérèse Ndrioman au 10 postes. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, la candidature du professeur Thérèse Ndrioman est une opportunité pour la Côte d'Ivoire. À ces différents postes de responsabilité, elle a démontré ses capacités de management et de leadership, son intérêt et sa détermination à œuvrer pour une meilleure santé des populations ivoiriennes ne sont plus à démontrer. Et le projet de gouvernance proposé par la candidate est suffisamment attractif et pertinent. J'invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, ainsi que les habitants de Côte d'Ivoire, à soutenir cette importante candidature. La question de la fièvre hémorragique à virus Ebola n'est pas ignorée par la candidate. Une fois élue, Thérèse Ndrioman entend élaborer des stratégies pour freiner l'avancée de la maladie. Ce que je proposerais éventuellement, c'est surtout de mettre en place une équipe de riposte à l'épidémie, vraiment active, même proactive, parce que les ressources humaines existent au niveau de la région africaine pour faire face à des épidémies. Donc c'est une question d'organisation, renforcer ces ressources humaines et effectivement les déployer sur le terrain dès qu'on a une alerte. Aujourd'hui, cette épidémie s'est déclarée, peut-être nous allons arriver à l'éteindre, mais elle peut revenir. Donc nous devons être vraiment formés, sensibilisés à la veille pour que dès qu'il y a un cas, il y ait une alerte précoce qui se signale et que le dispositif arrêté au niveau de la région se mette en branle pour y répondre. Professeur Thérèse Ndrioman est titulaire d'un doctorat d'État en médecine et d'une agrégation en hépato-gastro-entérologie. Elle a successivement occupé les fonctions de doyen de l'UFR, des sciences médicales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, de directeur général de la santé, puis ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Réunion statutaire du comité départemental de lutte contre le sida dans la région de la Nawa. Le comité veut redynamiser ses actions sur le terrain afin d'optimiser la lutte contre la pandémie. Honorine Anigori. Le préfet de la région de la Nawa, Ali Kouadio, président du comité de la lutte contre le sida de la région de la Nawa, a rappelé que c'est dans le cadre de l'initiative pour le renforcement des interventions en matière de lutte contre le sida que ce comité a été créé. Ce comité a la charge le suivi, l'orientation stratégique et la coordination de l'ensemble des activités multisectorielles, communautaires et associatives en matière de lutte contre le VIH-Sida. Et pour cause, l'enquête démographique de santé réalisée en 2012 révèle un taux de prévalence de 4,3% pour la région contre 3,7% au plan national. Au premier trimestre de 2014, 2127 personnes infectées ont été mises sous traitement antirétroviraux dans le district sanitaire de Soubré. Face à ce tableau alarmant, il est apparu nécessaire de vite réagir, ce qui motive la tenue de cette réunion afin de se réapproprier les orientations stratégiques pour rendre opérationnels les comités décentralisés. Pour réussir la lutte contre le VIH-Sida dans la région de la Nawa, le comité a créé des comités départementaux à Méagui, Buyo et Gueyo, ainsi que des comités communaux.
L'ONG Action pour le développement apporte son appui aux populations de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle vient de mener une opération de don de sang afin de renflouer la banque de sang qui manque cruellement de produits sanguins. Mamadou Kwasi. Le sang, une denrée rare dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Le centre hospitalier régional de San Pedro n'est pas en marge de cette réalité. L'ONG Action pour le développement solidaire, ADS, apporte son soutien à la banque de sang. En accord avec le Centre national de transfusion sanguine et la communauté chrétienne des Assemblées de Dieu de San Pedro du quartier Lac, une opération de don de sang a été initiée. Au cours de cette opération, près de 200 poches de sang ont été recueillies. Une initiative saluée par les responsables régionaux de la santé. Le président de l'ONG Action pour le développement solidaire a soutenu que sa structure va poursuivre ses initiatives pour le bien-être de la population. Sachant que Dieu est l'auteur de la vie et que le sang donne la vie, il était important que nous puissions, en collaboration avec l'ONG ADS, permettre à plusieurs personnes de venir faire des dons afin que nous puissions sauver, nous puissions aider et surtout apporter le réconfort dans la vie de la population de San Pedro. Créée en 2004, l'ONG ADS, Action pour le développement solidaire, œuvre pour la lutte contre la pauvreté à travers l'assistance des personnes démunies. Korogo, chef-lieu de la région du Poro, célèbre la 34e journée mondiale de l'alimentation. Les acteurs du monde agricole ont mis en avant l'agriculture familiale afin de faire reculer la pauvreté en milieu rural. Kader Sogodogo. Korogo, la cité du Poro, abrite une double cérémonie. La 34e journée mondiale de l'alimentation, avec pour thème les agriculteurs familiaux. Nourrir le monde, préserver la planète, ainsi que la clôture des journées de l'administration agricole délocalisée, JAAD 2014. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, il est important de mettre en lumière le rôle stratégique des agriculteurs familiaux. L'importance accordée à l'agriculture familiale paraît tout à fait justifiée. Environ 500 millions et 570 millions d'exploitations agricoles dans le monde sont dirigés par des familles. Ces agriculteurs familiaux sont les principaux gardiens de nos ressources naturelles. Le premier responsable de l'agriculture en Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly Sangafoa, a quant à lui remercié et félicité les agriculteurs pour leur rôle déterminant dans l'alimentation et la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Le gouvernement et les partenaires au développement se tiendront toujours à leur côté, a-t-il indiqué. Le président de la République a pris un engagement avec l'ensemble de ses concitoyens, notamment avec le monde agricole. Et nous sommes ici pour faire la preuve que le président tient ses engagements. Et le président vous avait promis qu'une fois aux affaires, il fera du secteur agricole une priorité. Comme partout où il est passé, le ministre de l'Agriculture Mamadou Koulibaly Sangafoa a fait des dons aux producteurs. À Korogo, plus de 345 millions de francs CFA en intrants, matériel agricole et kits scolaires ont été distribués. Des signatures de financement de projets ont été réalisées. Rendez-vous a été donné pour les journées de l'administration agricole délocalisée 2015 avec toujours les mêmes objectifs, écouter et aider le monde agricole ivoirien. Les acteurs de la filière café-cacao du Guémont, sensibilisés aux dispositifs mis en place pour lutter contre la fuite du cacao ivoirien. Ils ont aussi été informés des innovations pour la campagne agricole 2014-2015. Léon Bro. Pour cette campagne agricole 2014-2015, une super prime sera payée aux coopératives et acheteurs de cacao. La condition, atteindre ou excéder une livraison de 500 tonnes de produits. L'information a été donnée aux acteurs de la filière des régions du Guémont et du Cavali par le Conseil du café et du cacao. Son délégué régional, Amondi Roger, exhorte les producteurs et acheteurs de cacao et de café au respect des procédures, notamment la délivrance de reçus authentiques aux producteurs après leur vente. Toujours selon son délégué, le Conseil du café et du cacao a pris les dispositions pour éviter la fuite des produits. Nous allons essayer de redynamiser les comités départementaux de suivi qui sont présidés par les préfets. Et dans cette équipe, il y a les forces de sécurité. Et nous pensons qu'avec les moyens qui seront mis à la disposition des CDS, on pourra faire un contrôle assez efficace au niveau des frontières.
À cette rencontre, le Conseil du café et du cacao a aussi sensibilisé sur le respect du prix Bourg-Champ du cacao, fixé à 850 francs le kilogramme, expliquant qu'il s'agit de permettre aux producteurs de tirer profit de leur travail. Une initiative saluée par les agriculteurs pendant que dirigeants de coopératives et acheteurs de produits souhaitent une augmentation de l'appui qui leur est alloué dans le cadre de la commercialisation du couple café-cacao. Premier vol commercial de l'Airbus A380 à destination d'Abidjan. C'est le plus gros avion de ligne jamais posé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le vol inaugural avait déjà eu lieu le 28 janvier 2013. Pour les autorités du pays, il s'agit d'un pas de plus vers la certification de l'aéroport. Guy Roger Nguessan, Adama Kone. Premier vol commercial réussi à destination d'Abidjan pour l'Airbus A380. À bord, 494 passagers sur une capacité de 516 places. C'est une première en Côte d'Ivoire. Un excellent vol et nous sommes fiers pour l'Afrique qui accueille des gros porteurs de cette dimension. Nous pensons que les autorités doivent faire davantage d'efforts pour que l'aéroport puisse être parfaitement aux normes et que d'autres compagnies puissent emboîter le pas. Pour le ministre des Transports, Gaussou Touré, la réception du plus gros avion commercial du monde est une preuve de la qualité des infrastructures aéroportuaires d'Abidjan. Notre aéroport aujourd'hui est classé parmi les aéroports sûrs où les compagnies peuvent venir. C'est un bon signal pour la certification que nous recherchons dans les meilleurs délais. Le ministre a également annoncé la privatisation de la régie de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une mesure qui permettra de mobiliser environ 12 milliards de francs CFA pour le renouvellement de tous les équipements de la plateforme aéroportuaire. Rappelons que l'aéroport d'Abidjan devient la deuxième destination de l'Airbus A380 sur le continent africain, après l'Afrique du Sud. Quel apport du programme national de volontariat Côte d'Ivoire à la jeunesse? Le ministère de la Promotion de la jeunesse, des sports et loisirs a initié une réflexion de 2 jours afin de répondre à la question. Sidonie Davila. Faire du volontariat une valeur pour développer une jeunesse nouvelle et épanouie. C'est le défi que veut relever le ministère de la Promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Cet atelier donc pour valider le programme national de volontariat en Côte d'Ivoire. Une valeur importante pour le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cet engagement est une préoccupation constante de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui attend avec impatience le projet de programme en Conseil des ministres. Il m'a demandé d'ailleurs de rassurer les jeunes et les partenaires de son implication personnelle dans la mise en œuvre de ce programme qui fera l'objet dans le budget 2016 d'une dotation de 2 millions de dollars, c'est-à-dire 1 milliard de francs CFA. Le programme national de volontariat en Côte d'Ivoire, selon le ministre Alain Lobognon, a plusieurs avantages. Il permettra non seulement aux jeunes d'avoir une bonne expérience professionnelle, mais également il leur permettra d'avoir un nouvel état d'esprit, celui du don de soi. Et ce, en vue de la consolidation de la paix et de la reconstruction du pays. Des thématiques chères aux acteurs et aux partenaires associés à ce programme. Nous disons toujours que la jeunesse constitue donc un capital humain indispensable qui doit être valorisé. Une jeunesse également qui souhaite s'engager au service de son pays, pour reconstruire la Côte d'Ivoire dans le domaine d'une crise, mais également contribuer donc au concept de vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'engage à formaliser le volontariat en Côte d'Ivoire en proposant très bientôt un texte de loi dans ce sens. Joséphine Ouattara Yéné, élue par acclamation à la présidence du Rassemblement des femmes républicaines RFR. Elle devient ainsi la 3e présidente de l'histoire du RFR, après Kandia Camara et Aya Virginie. Le 3e congrès du mouvement a refermé ses portes hier dimanche. Gabriel Zani, reportage. Le rideau est tombé ce dimanche 26 octobre sur le 3e congrès des femmes républicaines au parc des sports de Trècheville dans le district d'Abidjan. On retient des recommandations des congressistes que la femme républicaine doit jouer un rôle d'avant-garde pour consolider les acquis du RDR. Mais pour que cela soit, le parti doit prêter une attention aux résolutions des assises. La commission propose de s'engager officiellement dans les statuts à respecter l'égalité entre les femmes et les hommes
et à pratiquer une approche intégrée de l'égalité. Selon la ministre de la Solidarité, le parti doit faire en sorte que les femmes républicaines soient autonomes. Dans l'Union, nous allons commencer à développer votre programme qui doit permettre aux femmes du RFR d'être des modèles en matière d'autonomisation économique de la femme en Côte d'Ivoire. Si vous entendez nos conseils, notre engagement et notre détermination, aucun fonds, aucun projet n'échappera à nos femmes. Et j'en suis formelle. Ce qui résoudrait les difficultés de non-accès à la santé, de non-scolarisation de la jeune fille qu'elle rencontre au quotidien. La nouvelle présidente a promis de s'attaquer à ces préoccupations dans son allocution et entre les motions de soutien et de reconnaissance à ses discours, les danses reprennent. Joséphine Ouattara Yéné doit former très prochainement son bureau. Amadou Soumaro lui recommande de travailler dans la continuité. Naturellement, Joséphine aura désormais à ses côtés la direction du parti. Et elle peut compter sur nous. À l'instar de nos chefs du gouvernement, nous porterons haut et très fort les préoccupations des femmes de notre parti. Ce sont au moins 3000 femmes républicaines rassemblées à la faveur de ce congrès tenu autour du thème « Élection 2015, femmes unies et mobilisées pour la victoire » de Alassane Ouattara. Et tout juste élue, la nouvelle présidente du RFR a fait des propositions concrètes sur les actions à mener pour l'élection du président Alassane Ouattara en 2015. Le président Henri Konan Bédié vient de poser un acte fort pour la paix en Côte d'Ivoire. Et cette paix qui est un outil de développement. Parce que sans paix, on ne peut pas parler de développement durable. Donc c'est cette paix-là qu'il nous faut. Pour avoir cette paix, il faut l'unité. Les femmes se sont dit, nous ne pouvons pas partir en rang dispersé dans cette élection-là. Après tout, il y a un seul fauteuil. Nous avons toutes des compétences pour diriger cette structure, mais si nous fédérons encore nos compétences, nous serons plus efficaces. Voilà ce qui a motivé leur adhésion à ma candidature. Je milite au RDR depuis 1994. J'ai été aux côtés de la toute première candidate du RFR, Madame le ministre Kandia Camara. J'ai travaillé à ses côtés et aujourd'hui, en tant que médecin, en tant que travailleur social, avec l'expérience que j'ai acquise au niveau du parti, je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose à ces femmes-là. Les femmes attendent beaucoup de cette présidence. Au cours de toute ma campagne, j'ai parlé du volet social. D'abord, il faut arriver à soulager, écouter ces femmes, les apaiser, les rassurer pour pouvoir les remobiliser. Une fois qu'on les a remobilisées, on peut les organiser et faire en sorte qu'elles puissent bénéficier de projets générateurs de revenus. Pour les femmes qui n'ont pas été à l'école, nous avons proposé faire de l'alphabétisation pour celles-là. C'est important. Il y a 61% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Et sur ces 61%, 72% de femmes. Le bureau régional de Save the Children à Bengourou initie un plaidoyer pour la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Cible de ce plaidoyer, les autorités administratives de l'Indénié Djuablin. Thérèse Yoboué. Dans l'Indénié Djuablin, plusieurs enfants sont victimes de violences sexuelles. Viols, inceste, mariage précoce, mutilation génitale. Selon les responsables de Save the Children d'Abangourou, malgré les dispositions mises en place au plan national, la majorité des auteurs de ces violences restent impunis. Ce laxisme pourrait être dû à la méconnaissance des lois, mais aussi par l'insuffisance d'implication des autorités administratives dans la lutte contre ce fléau, d'où l'organisation d'un atelier de plaidoyer à l'endroit des autorités administratives de la région de l'Indénié Djuablin. Nous avons fait un constat, c'est que les auteurs de ces crimes restent impunis et continuent de sévir. Et nous sommes dit
les autorités seraient les mieux placées s'ils sont sensibilisés à intervenir, à vraiment prendre la cause des enfants et à les défendre. Au cours de cet atelier, les enfants ont interpellé les autorités préfectorales sur leur cause. Ils leur ont demandé de passer désormais à la phase tolérance zéro vis-à-vis des auteurs de violences sexuelles dont sont victimes certains d'entre eux. Pour ce faire, ils ont élaboré un plan d'action. Ils prévoient également la mise en place de comités locaux de protection des enfants dans chaque sous-préfecture de la région de l'Indénié-Djuablé. 2 écoles primaires et 9 salles de classe offertes à la ville de Daloa par le conseil municipal. Les écoliers de la ville vont désormais bénéficier de meilleures conditions d'études. Eugène Atoubé. Des parents d'élèves heureux autant que les responsables de l'éducation nationale de Daloa. Pour cette rentrée des classes 2014-2015, l'école dans la cité des Antilopes s'enrichit de nouvelles infrastructures. Ce sont de nouvelles écoles primaires avec bureaux de maître et 9 salles de classe, dont du conseil municipal de Daloa. Les bénéficiaires de ces ouvrages sont les quartiers Abattoir Sud B, Extension, Fadiga, Kennedy, Huberson Millionnaire et Orly 2 Flora. Le donateur Samba Koulibaly, maire de Daloa, a expliqué aux parents d'élèves des quartiers bénéficiaires que cette action intègre son vaste projet de développement de l'école dans la cité des Antilopes. Il a réitéré sa détermination à rapprocher l'école des apprenants. Aujourd'hui, on voit rarement à Daloa ces scènes d'enfants marchant des kilomètres pour accéder à une école.